cours sur le dénombrement des entités basé sur le livre scolaire. Dénombrer des entités, c'est tout simplement compter combien on a de molécules, compter combien on a, par exemple, dans un morceau de fer, combien on a d'atomes de fer, etc., etc. Alors, revenons sur la constitution de la matière. À l'échelle microscopique, on a la matière qui peut être constituée, qui peut avoir une structure tout simplement atomique. Par exemple, du fer, c'est plein d'atomes de fer qui sont les uns à côté des autres, tout comme par exemple le carbone, plein d'atomes de carbone les uns à côté des autres. On a une structure moléculaire dont on a expliqué la stabilité dans le chapitre précédent, comme par exemple la molécule de saccharose, C12H22O11, où en fait cet ensemble est stable parce que au sein de cet ensemble, chacun des atomes respecte la règle du duet et de l'octet. Et puis on peut avoir des structures ioniques parce que il y a certains éléments qui, pour respecter la règle du duet et de l'octet, au lieu de mettre en commun des électrons avec d'autres atomes pour former des liaisons covalentes, ils piquent complètement les électrons à d'autres atomes, ça forme des ions positifs, des ions négatifs, et ces ions, comme ils sont de charges différentes, ils s'attirent et ils se lient, mais par ce qu'on appelle la liaison ionique. Voilà. Donc tout ça explique la structure de la matière à l'échelle microscopique. Maintenant, à l'échelle macroscopique, c'est-à-dire à notre échelle, si on veut compter la matière, ça va être des très très grands nombres. Par exemple, dans un litre d'eau, il y a 30 millions de milliards de molécules. Voilà. Alors, pour compter ces molécules, bien sûr, on pourrait dire qu'il y a 30 millions de milliards de molécules, et utiliser les puissances de 10 pour compter toutes ces molécules. On a besoin de les compter parce que quand on veut faire une réaction chimique, par exemple, j'ai une certaine quantité de gaz et il faut que je la fasse brûler avec une certaine quantité de dioxygène, j'ai besoin de savoir combien de gaz, combien de dioxygène, et j'ai besoin de compter les molécules, et après de relier ce comptage à des grandeurs à notre échelle, comme le volume, la masse, etc. Voilà. Alors, pour finir sur la description macroscopique des objets, à notre échelle, on va avoir le fer qui se retrouve, qu'on trouve par exemple dans l'acier, dans les clous, où on retrouve ici plein d'atomes de fer qui sont liés les uns aux autres, le morceau de sucre à notre échelle, qu'on peut peser par exemple, qui est constitué de millions de milliards de molécules, et des liquides dont on va pouvoir mesurer les volumes. Alors les composés ioniques, ceux dont on a parlé tout à l'heure, on a dit que, par exemple, le sel de cuisine, NaCl, pourquoi Na et Cl sont souvent trouvés ensemble, l'ion sodium, dans sa place dans le tableau périodique, fait qu'il a tendance à perdre un électron, et le chlore, sa place dans la famille des halogènes, fait qu'il a tendance à en gagner un. Le chlore pique l'électron au sodium, et on a les ions comme ça, Cl- et Na+. Donc, étant chargés l'un positivement, l'un négativement, ils vont chacun attirer, le chlore ici attire les sodiums qui l'entourent, le sodium attire le chlore attire le sodium voisin, etc. Et on forme un cristal ionique. Voilà. Alors, par contre, dans ce composé ionique, ici, on a eu autant de Na que de Cl. Et en fait, ils vont être électriquement neutres parce que Na+, Cl-, et que si on a autant de sodium que de chlore, globalement, on va retrouver la neutralité de la matière. Par contre, il existe des composés ioniques qui sont formés à partir d'ions qui ont pris plusieurs électrons. Par exemple, on a l'ion sulfate qui a pris 2 électrons, et on a l'ion aluminium qui lui a perdu 3 électrons. En fait, ils vont s'associer dans des proportions de 3 pour 2, c'est-à-dire qu'on va avoir 2 Al3+. Donc, ces 2 Al3+, ont perdu en tout 6 électrons, et on voit bien que ces 6 électrons, on les retrouve dans 3 SO4 de-. Le SO4, chaque SO4 a récupéré 2 électrons, et il faut bien 3 ions sulfate
pour retrouver les 6 électrons qui ont été perdus par l'aluminium. Donc la proportion des deux, ça va être 2Al3+ pour 3SO4 2-. Et donc si on reforme, ça c'est quand il se dissocie dans l'eau, on retrouve tous les ions séparés. Mais si on cristallise tout ça, eh bien on va trouver Al2SO4 3. 3 ions sulfate pour 2 atomes d'aluminium. Tout ceci pour respecter la neutralité de la matière. Alors, on va maintenant définir une grandeur qui va être très très importante pour la suite de tous les calculs qu'on va faire en chimie. C'est la notion de quantité de matière. Alors, tout d'abord, des principes de base, avant qu'on rentre vraiment sur la définition de la quantité de matière. Comment est-ce qu'on va déterminer la masse d'une entité? Par exemple, la molécule d'eau, si je veux déterminer sa masse, il suffit que, comme elle est composée d'un atome d'oxygène et de 2 atomes d'hydrogène, eh bien sa masse, c'est la masse de 2 atomes d'hydrogène, plus à laquelle j'ajoute la masse d'un atome d'oxygène. Pour les ions polyatomiques, on fait la même chose et on néglige le fait qu'ils aient gagné ou perdu des électrons parce qu'on avait dit que la masse des électrons est négligeable devant la masse des atomes. Donc si je veux calculer la masse de SO4 2-, eh ben je fais la masse du soufre plus 4 fois la masse d'un atome d'oxygène, puisqu'il y a 4 atomes d'oxygène ici. Voilà, et en négligeant les 2 électrons. Par contre, maintenant, passons à la notion de quantité de matière. Alors, il se trouve qu'on va compter, que les chimistes vont compter les entités chimiques par mol. Alors, qu'est-ce que c'est que des mols? C'est comme des boîtes, c'est comme des paquets de 6,02 10 exposant 23. Alors, pourquoi? Déjà, une autre comparaison. Par exemple, l'épicier qui a des œufs, il les met par boîte de 12 et il va parler de douzaine d'œufs. Donc si on a 36 œufs, on va dire qu'on a 3 douzaines, tout simplement. Si on a 48 œufs, on a 4 douzaines, etc., etc. On va retrouver la même logique pour les atomes, sauf qu'on ne va pas parler de douzaines, on va parler de paquets de 6,02 10 exposant 23. Alors pourquoi ce nombre? Eh bien, il se trouve que 6,02 10 exposant 23 nucléons, eh bien ça pèse 1 gramme. Donc, du coup, c'est très malin parce que ça va permettre de faire un lien entre le tableau périodique et la masse des atomes. Par exemple, l'hydrogène. Eh bien, l'hydrogène est constitué que d'un proton. L'hydrogène, son symbole, c'est ça. Il y a un proton, donc un nucléon. Donc, 6,02 nucléons, ça va faire 1 gramme. Donc finalement, on va dire que la masse d'une mole, on appelle ça la masse molaire. La masse d'une mole d'hydrogène, c'est 1 gramme. La masse molaire de l'hydrogène, c'est 1 gramme. Parce que 6,02 10 exposant, parce que une mole d'hydrogène est constituée de 6,02 10 exposant 23 nucléons et ça fait 1 gramme. Ensuite, prenons par exemple le carbone. Le carbone, il a le symbole du carbone, le plus courant, c'est le carbone 12. Il y a 6 protons, 6 neutrons, ce qui fait 12 nucléons. Eh bien, si je prends 6,02 10 exposant 23 atomes de carbone, eh bien, ça va me faire une masse de 12 grammes. Donc je vais pouvoir comme ça retrouver assez facilement la masse de chaque atome, puisque le carbone, 6,02 10 exposant 23 atomes de carbone font 12 grammes, et bien un atome de carbone, il va faire 12 grammes divisé par 6,02 10 exposant 23. Voilà l'utilité du coup, ça va être, on ne va pas avoir besoin de mémoriser la masse de chacun des éléments. Sinon, il y a une centaine d'éléments dans le tableau périodique. Il faudrait mémoriser la masse, et donc ce sont des nombres compliqués avec des puissances de 10. Maintenant, c'est beaucoup plus simple parce que si je veux une entité, par exemple, l'hélium, voilà, l'hélium, il y a 2 protons et 2 neutrons qui font de l'hélium 4. Eh bien, 6,02 10 exposant 23 atomes
d'hélium, eh bien ça fait une masse de 4,0 grammes. Donc si je veux un atome d'hélium, j'ai plus qu'à faire le produit en croix pour trouver ici la masse de l'atome d'hélium. Voilà à quoi cela sert. Et on va retrouver pour chacun des éléments, on va retrouver ici, dans le tableau périodique, la masse molaire. Et on va voir que pour l'oxygène, la masse d'une mole d'oxygène, c'est 16 grammes. Bah oui, il y a 16 nucléons. Pour le silicium, il y a 28 nucléons. Et la masse d'une mole de silicium, c'est 28,1. Alors, il y a des petites subtilités qui font que ça tombe pas pile. Mais en tout cas, on a toujours le bon ordre de grandeur. On n'est jamais très loin de la bonne valeur. Par exemple, pour le soufre, 32 nucléons et la masse d'une mole, c'est-à-dire de 6,02 10 exposant 23 atomes de soufre, eh ben, c'est 32,1 grammes. Voilà, donc petit récapitulatif, on compte les œufs par douzaine, parce que c'est pratique tout simplement, ou ici on a des boîtes de 25 œufs, eh bien on peut compter le nombre de boîtes si on veut compter le nombre d'œufs, et puis multiplier par ceci, eh bien on peut faire pareil avec les atomes, simplement on ne va pas compter par douzaine ou par dizaine, ou même pas par milliard, on va compter par paquet de 6,02 10 exposant 23, ce nombre s'appelle le nombre d'Avogadro, et il permet d'être beaucoup plus efficace dans la mémorisation de tous les éléments chimiques. Alors prenons par exemple la molécule C12H22O11. C'est le sucre. Alors la masse d'une molécule d'une telle molécule, c'est 12 fois la masse de l'atome de carbone, plus 6 fois plus 22 fois la masse de l'atome d'hydrogène, plus 11 fois la masse de l'atome d'oxygène. Je peux le calculer comme ceci, en connaissant par contre à chaque fois la masse de chacun de ces atomes. Mais je peux le faire autrement. Je peux le faire en disant que, alors, le carbone, je me rappelais la masse de carbone, la masse molaire du carbone, eh bien, c'était 6 grammes, donc grammes par mol. Pour l'oxygène, c'était 1 gramme par mol. Et pour pour l'hydrogène, c'était 1 gramme par mol. Pour l'oxygène, c'était 8. Petite erreur. C'était 12 grammes par mol pour le carbone. C'était 16 grammes par mol pour l'oxygène. Et c'est 1 gramme par mol pour l'hydrogène. Et donc, je peux calculer la masse d'une mole de cette molécule. Et cette masse, eh bien, ça sera 16 fois 12 pour le carbone, plus 22 fois 1 pour l'oxygène, plus 11 fois 16 pour l'oxygène. Voilà, donc ça, ce sont des nombres beaucoup plus simples à manipuler que les masses individuelles de chacun des atomes. Donc ici, je n'ai pas le résultat exact, mais donc ça ferait un certain nombre, je crois que c'est 342, mais il faudrait le vérifier, grammes par mol. Et si je voulais avoir la masse d'une molécule de sucre, eh bien, il faudrait que je divise ceci tout simplement par 6,02 10 exposant 23, qui est le nombre d'Avogadro.